On va prendre Madame Joséphine Mawete, Monsieur Don-Paul Anganze, Touver, Ruinier, Corneille, Loubaki pour terminer. On va prendre les questions en série pour faire une économie de temps. Donc on ne répondra pas au tic au tac. Merci. Monsieur le coordonnateur, j'ai deux questions. La première est celle-ci. Avez-vous mis en place des mécanismes pour éviter que les programmes soient perçus comme une récompense pour ceux qui prennent les armes? Et la deuxième question... Mais je crois qu'il a fini la question tout à l'heure, oui. déjà, plus ou moins. La deuxième question est celle-ci. Quelle est la nature de votre coopération du PDDRC avec la MONUSCO? Oui, Monsieur Touver-Rundi, allez-y, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le ministre, pour la parole m'accordée. Une question. Le PDDRCS est très actif dans le Nord Kivu, où il y a le programme ou le projet Moudawa Amani. Aujourd'hui, ce projet est-il encore important dans la stratégie nationale? Est-ce que vous tenez aussi en compte la question femmes? Comment sont traitées les femmes qui ont pris les armes il y a peu de temps? Peut-être au ministre, je n'ai pas été très satisfait de l'approche dans le cadre de l'accord de Washington. Vous vulgarisez cet accord. La partie AFC M23 dit qu'elle ne peut pas être dans le PDDRCS. Est-ce qu'il y a un mécanisme contraignant de ces accords qui pourrait donner l'opportunité à ceux qui aujourd'hui sont contre la République d'adhérer dans ce programme? Merci. Merci. Je commence par le coordonnateur. D'abord, en termes clairs, est-ce qu'on peut connaître les défis auxquels vous êtes confrontés dans la gestion quotidienne du programme? Mais aussi, vous avez parlé du déploiement vers le Mai-Ndombe, mais clairement, est-ce qu'on peut savoir les résultats là-bas au Mai-Ndombe? Et monsieur le porte-parole du gouvernement, une question d'actualité. Je reprends vos mots. Vous avez dit l'année dernière, lors d'une interview, qu'on ne peut pas parler de question des changements de la Constitution, de révision de la Constitution, lorsque l'intégrité du territoire du pays est menacée. Mais aujourd'hui, ces débats refait surface et c'est même transporté vers les institutions. On voit le président de l'Assemblée nationale, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale tantôt qui a parlé, non, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, qui a aussi réagi, et aussi au niveau du Sénat où il y a la pétition. Est-ce qu'on peut avoir vos mots par rapport à cette situation? Merci. Merci. Dernière question, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Deux petites questions pour le coordonnateur. J'aimerais savoir c'est quoi, ou bien la nature de la coordination de votre relation et le gouvernement provincial dans la mise en place de ces programmes. La deuxième question, concrètement, ce que vous appelez des clients, les combattants, comment ils sont pris en charge? La prise en charge des combattants. Et enfin, j'aimerais savoir les armes récupérées, comment vous les faites? Est-ce que vous les donnez au FARDC ou bien vous les faites comment? Excusez-moi, les clients ont fait quoi? Je disais la prise en charge des clients, des combattants. Oui. Comment ça se passe, la question de la prise en charge? OK. Voilà. Allez-y, s'il vous plaît, pour les questions qui vous concernent. Merci beaucoup, Excellence. Merci beaucoup, les amis, pour les questions qui nous permettent également de clarifier un certain nombre de choses. C'est très bien vos questions. Je vous remercie. La nature de coopération entre le PDDRCS et la MONUSCO. Il faut d'abord savoir que la MONUSCO est ici sur le consentement de la République démocratique du Congo. Parce que les opérations de maintien de la paix se font sur base du consentement du pays hôte. Et à ce titre, les relations institutionnelles que nous avons avec la MONUSCO sont basées essentiellement sur les mandats. Et ces mandats se trouvent déclinés dans les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et dans ce cadre-là, il y a l'appui au PDDRCS dans la mise en œuvre de la stratégie nationale. Et tout récemment, ce mandat a été renforcé avec
les questions relatives à la prise en charge des questions des enfants. Parce que, comme vous le savez, parmi les groupes cibles qui sont traités par le PDDRCS, il y a également les enfants associés aux forces et groupes armés, que l'on a appelés anciennement enfants-soldats. Donc, tout cela fait partie du travail structuré que nous faisons avec la MONUSCO. Mais le travail ne se limite pas seulement au travail de désarmement, démobilisation et stabilisation. On va bien au-delà de ça. Par exemple, avec les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme, parce que là, vous avez une composante MONUSCO, mais vous avez aussi une composante au commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. On a une coopération très rapprochée, on travaille avec eux, qu'il s'agisse du renforcement des capacités, donc en termes d'intégration de la perspective des droits de l'homme dans les programmes, dans les PDDRCS, on travaille avec eux. Mais aussi quand il s'agit du vetting, donc les screenings des démobilisés qui doivent faire partie du programme, on travaille également avec eux pour nous rassurer que les démobilisés qui passent par le processus n'ont pas de soucis avec les droits de l'homme. Donc voilà un peu globalement, mais il y a d'autres composantes telles que les affaires sociales avec lesquelles, les affaires civiles, excusez-moi, avec lesquelles on travaille dans les volets cohésion sociale, résolution des conflits, prévention des conflits et bien d'autres aussi au niveau des dialogues démocratiques dans les zones d'intervention. Donc ça, c'est pour ce qui est de la coopération avec la MONUSCO. Le deuxième point, c'est le projet Muda Amani, est-ce qu'il est encore pertinent? Je dois signifier que ce projet s'inscrit dans le cadre de la coopération avec la MONUSCO à travers les fonds communs de cohérence pour la stabilisation. Et donc c'est un projet qui a fait son temps, qui a donné les résultats que nous avons tous salués, il fonctionne et donc je pense qu'il est pratiquement à la fin, mais il y aura le moment où on va évaluer pour voir est-ce que les résultats escomptés ont été atteints, mais aussi après quels sont les effets qu'on va tirer de ce programme, parce que c'est très important. Après les résultats, il faut parler des effets. Qu'est-ce qui va nous rester après avoir clôturé le programme? Et vous avez posé une très belle question sur l'intégration de la perspective genre dans les PDDRCS. C'est-à-dire, si je dois reformuler cette question, vous me demandez de vous expliquer comment on prend en compte les besoins des hommes et des femmes dans le programme. Ça, c'est très bien. Au micro, s'il vous plaît, pour être sûr que la voix est captée. Allez-y, nous ne sommes pas sur le terrain où vous parlez à vos clients, entre guillemets, les combattants. Allez-y, s'il vous plaît, on va terminer. Merci, Excellence. Alors, vous savez que les hommes et les femmes, selon la nature des conflits, expérimentent les conflits de différentes manières. Et le PDDRCS est totalement conscient de cette question. Voilà pourquoi déjà même au niveau du recrutement de nos staffs, nous faisons un effort pour qu'il y ait des hommes et des femmes. Et le président a déjà donné un exemple. Moi, dans la coordination nationale que j'ai l'avantage de diriger aujourd'hui, mon adjointe numéro 2, c'est une femme, et l'administratif, c'est un homme. Ça, c'est déjà un signal fort. Et la même philosophie se répercute partout, dans toutes les coordinations provinciales. Vous ne trouverez pas une seule coordination provinciale sans femmes. Et d'ailleurs, lorsque vous allez dans le Sud Kivu, la chef, c'est une femme, et son admin, c'est aussi une femme. C'est vraiment un message fort que le chef de l'État a donné à travers ça. Ça, c'est le fondement de l'intégration de la perspective genre. Deuxièmement, lorsque nous constituons nos équipes, lorsque j'ai défini les instruments de profilage des mobilisés, on a toujours les instruments qui sont déterminés pour nous permettre de collecter les infos, selon qu'il s'agisse des femmes ou des hommes. Et notre analyse qui va informer la programmation est basée sur la sensibilité qu'il s'agisse des hommes ou des femmes. Là aussi, si je me tourne du côté des femmes, c'est là que je comprends que dans les zones qui sortent de conflits, les femmes se retrouvent soit comme combattantes directement impliquées dans les conflits, on les retrouve comme
victimes, c'est-à-dire qui ont suivi les effets des conflits, ou supporters, ou alors c'est elles qui sont en train d'alimenter les conflits. Je me retrouve maintenant au niveau structurel. Au niveau des CCPAB, par exemple, au niveau des provinces, il y a les associations des femmes, et vous aurez vu que chaque fois que moi je vais en mission, j'ai toujours une session fermée avec les leaders des femmes, parce que c'est là où je trouve les bonnes informations. Et je travaille très bien avec les associations et les leaders des femmes. 2 minutes. Ces femmes qui se retrouvent au niveau de ces structures ou de ces institutions arrivent à développer une approche sensible au genre, qui nous permet de mettre les femmes dans des contextes où elles vont pouvoir s'ouvrir, et on organise des focus groups où on regroupe les femmes pour les accompagner. Et on développe aussi les activités qui ne vont pas discriminer les femmes en les mettant dans une caisse où ce sont les métiers féminisés et les métiers masculins. Donc on donne l'opportunité à toutes les femmes de s'orienter, de choisir ce qu'elles peuvent faire en fonction de leurs aptitudes et de leurs choix. On peut aller plus loin avec l'intégration de la perspective genre, mais je vais aller vite pour aller. Les défis, on a un grand défi, c'est le défi sur le plan sécuritaire. Parce que je vous ai expliqué au début que les DDR fonctionnent avec 3 ingrédients essentiels. Je vous ai parlé de la volonté politique, je vous ai parlé de la sécurité, je vous ai parlé du programme. Aujourd'hui, dans notre pays, vous avez, même si vous ne l'avez pas vu, mais vous l'avez entendu. Si vous ne l'avez pas entendu, vous l'avez vu. Dans ce pays aujourd'hui, il y a une volonté politique très ferme pour conduire le processus de DDR-16 avec succès. Pour une fois, vous avez le chef de l'État qui est le président du comité de pilotage. Et ça n'arrive pas tous les jours et ça n'arrive pas partout. Et un programme aussi transversal de grande envergure comme celui-ci. Donc ça vous donne exactement la volonté politique qui vous fait comprendre quelle est la pensée, quel est l'esprit et la lettre derrière la création du PDDR-16. Le troisième ingrédient, c'est le programme. C'est ça que je viens de vous expliquer tout à l'heure. Je vous ai dit qu'en RDC, on a la chance aujourd'hui d'avoir les meilleurs des programmes de désarmement qui vont nous aider à avoir la paix durable. Le grand défi qui nous reste aujourd'hui, c'est les volets sécuritaires, parce qu'on a besoin de garanties sécuritaires pour permettre à nos compatriotes de déposer les armes. Maïndombe, les opérations pilotes que nous avons lancées là, on a traité 151 combattants qui ont déposé les armes, et actuellement nous sommes dans le processus de préparation de leur réinsertion socio-économique à travers un certain nombre d'activités, dont l'agriculture, et cela s'est fait en synergie avec le ministère de la formation professionnelle. Donc à Doumi, il y a un centre et on a déjà amené les matériels pour commencer la formation. Nous sommes en train de finaliser les rubans pédagogiques pour la formation. Et l'ingénierie pédagogique à mettre en place, là, c'est on va faire une formation sur l'État. Je crois qu'on aura l'occasion de revenir dessus, notamment avec le ministre délégué de la Défense qui avait reçu une mission spéciale plutôt des anciens combattants pour voir comment la situation peut être vite décantée. Alors, je reviens rapidement sur la question de tout vert parce que le journal doit commencer tout à l'heure. Écoutez, il faut lire les chapitres 2 de l'accord, point 2, parce qu'il faut faire parler le texte. D'une manière séquencée et coordonnée, chapitre 2 sur les désengagements, désarmement et intégration, d'une manière séquencée et coordonnée avec les désengagements de force. Et comme les disposeront d'autres accords à venir, les parties appuient les désengagements, les désarmements et l'intégration de groupes armés non étatiques prévus par d'autres accords ou processus, par les processus des désarmements, des démobilisations, des réintégrations communautaires et stabilisation PDDRCS, ainsi que les mécanismes conjoints des coordinations de la sécurité. Donc, si vous lisez l'accord, le point 2, les accords à venir dont on parle dans l'accord, c'est l'accord avec le Fils, parce que cet accord a été signé avec le Père. N'oubliez pas
que dans les chapitres de l'intégration conditionnelle de forces de sécurité, lorsqu'on parle de toute réintégration éventuelle des combattants dans les forces armées et la police, s'effectue de manière rigoureuse, individualisée et conditionnelle. Ici, le pair n'est signé pas pour les militaires rwandais, parce que c'est même inenvisageable de penser qu'on peut intégrer les Rwandais dans notre armée. Ici, le père agissait comme père du fils. Et donc, dès que les processus de Doha se terminera, le fils, parce que l'avenir, je l'ai déjà dit et je le répète, les discussions des Doha ont pour objectif de mettre fin à l'existence du fils dans la forme actuelle. Ni la Constitution à laquelle on fait référence, ni aucun document, aucune charte à laquelle nous nous référons, auquel nous nous référons dans les différents processus de paix, ne reconnaît l'existence d'un tel mouvement. Et donc, il peut y avoir évidemment du bruit, comme il y en a toujours, mais ici, nous sommes dans les faits. Et sur ces sujets, peut-être que dans une autre séquence, on aura l'occasion de revenir dessus. Il y a des dispositions qui ont déjà été prises depuis que nous étions à Luanda, notamment à Kindu, des camps ont été apprêtés, et je pense que c'est ce qui arrivera, parce qu'il y a justement la possibilité des désarmements et la possibilité, évidemment, après un processus de vetting, des réintégrations individualisées et tenant compte de la loyauté vis-à-vis de l'État. Alors, M. Loubaki, très rapidement, je savais que cette question allait revenir parce que c'est une question qui intéresse les journalistes, qui intéresse beaucoup des compatriotes dans la diaspora. Je viens de là. Et il est tout à fait normal que dans le cadre de la vitalité de notre démocratie, que les uns et les autres se prononcent à ces sujets-là. Nous sommes la République démocratique du Congo, y compris parce qu'il y a cette force de contradiction. Mais c'est que moi, je peux vous dire, nous, aujourd'hui, exactement comme j'avais dit à l'époque, nous travaillons à recouvrer l'intégrité territoriale. Notre préoccupation principale, c'est nos populations qui sont dans les Sud Kivu, qui sont dans le Nord Kivu, qui sont dans les parties sous occupation. Et donc, dans le cadre justement de ces processus démocratiques, je pense que ces débats doivent être considérés comme un débat démocratique où tout le monde peut avoir son opinion, mais nous, au niveau du gouvernement, les priorités sur lesquelles nous nous penchons sont connues, et les jours où la question sera abordée en Conseil de ministres, nous ne nous gênerons pas de faire les comptes rendus et de venir devant les Congolais. Et donc, je crois qu'il ne faudrait peut-être pas extrapoler les choses, il faut juger les choses dans leur contexte. Nous, les gouvernements, on est rédevables, nous reviendrons dans ces cadres-là.